Bonjour Eric, comment vas-tu là aujourd'hui? Bonjour Sandrine, je vais très bien, je te remercie. Bonjour. Je reviens vers toi pour que tu nous expliques ton point de vue et ce que tu en penses sur la dissociation des protéines et féculents que certaines préconisent. Alors, c'est un sujet intéressant et en même temps, c'est un sujet très polémique parce que dans le courant naturopathique hygiéniste, il n'y a pas l'unanimité sur ce sujet. La très très grande partie des naturopathes, on leur a appris qu'il fallait dissocier protéines et féculents sans leur dire exactement les raisons du pourquoi et du comment. Et en fait, un naturopathe hygiéniste, même si c'est pas scientifique, à la base, hein, on a une formation qui est essentiellement expérimentale, intuitive. Il y a aussi un fondement scientifique, mais des fois, il y a des affirmations, je suis désolé de le dire, elles sont pas. Il faudrait les confronter à la science et à l'expérience pour voir si c'est juste. En tout cas, c'est à l'école Lunette, c'est ce qu'on a fait. Et la dissociation protéines et féculents, elle n'est pas validée ni sur le plan scientifique, ni sur un plan expérimental, et je vais m'en expliquer. Mais avant de m'en expliquer, je vais expliquer pourquoi euh, beaucoup de naturopathes proposent la dissociation de protéines, et très souvent, quand on leur demande d'expliquer, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Oui. Et en fait, il y a une explication, et en fait, il faut s'intéresser à l'explication pour ensuite éventuellement donner une version qui est en l'occurrence celle-ci validée par la science et l'expérience. En fait, ça remonte à Shelton. Shelton, c'est un... Alors, il s'appelle Herbert Shelton. Il est né le 6 octobre 1895, donc 1895, 1995, ça fait plus d'un siècle. Et en fait, c'était un éducateur de santé. Je ne sais même pas s'il était médecin au départ. D'accord. C'était un éducateur de santé et qui a proposé une alimentation saine avec différentes théories. Et lui, il préconisait la dissociation alimentaire parce qu'il disait que ça favorisait une meilleure digestion, une meilleure assimilation. Et en arrière-plan, il y avait une explication qui était théorique. Alors, selon lui, les protéines et les féculents ne peuvent pas être associés pour la bonne raison que les féculents commencent à se digérer dans la bouche. Et c'est les seuls aliments, les féculents et les céréales, qui commencent à digérer dans la bouche, alors que les autres aliments voient leur digestion commencer au niveau stomacal et se poursuivent dans le duodénum et l'intestin grêle. Ce qui est particulier avec les féculents et les céréales, c'est que au contact de la salive, il y a une amylase salivaire ou une ptyaline salivaire. La ptyaline salivaire, c'est une enzyme qui va amorcer la digestion des féculents ou des céréales. Mais pour qu'elle puisse être amorcée, il faut que la salive ne soit pas très acide, aux alentours de 6, voire 7. 7 étant neutre et 6 très peu acide. Et si l'acidité de la salive était importante, l'enzyme serait inactivée. Donc on voit bien qu'on ne peut pas digérer les féculents et les céréales, euh, on ne peut pas l'associer avec n'importe quoi. Ça, je l'entends. Et lui, donc, il disait que comme les protéines demandent une sécrétion d'acide chlorhydrique, et c'est vrai qu'il y a un pH aux alentours de 1,5 qui ramène le pH stomacal de 1,5 à 3, évidemment que, on comprend vite que l'association protéines et féculents, en théorie, n'est pas concevable, n'est pas favorable, parce qu'en fait, la digestion des féculents et des céréales ou des céréales amorcées dans la bouche, qui devrait continuer dans l'estomac, va être bloquée par la sécrétion d'acide chlorhydrique. Et sur un plan théorique, il a complètement raison. Sauf que ensuite, il y a des chercheurs. Alors en l'occurrence, moi, je prends toujours ce livre comme référence. C'est Les aliments dans le tube digestif, qui a été écrit par trois scientifiques, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je vais. Alors, oui, eh ben, je les ai notés. Bernier, président du Conseil national de l'alimentation. Adrien, qui est professeur de biochimie industrielle et agroalimentaire. Et Vidon, directeur de recherche à l'INSERM. Ce livre a été écrit et a été édité en 1988. Alors,
Il y en a qui suggèrent l'idée que parce qu'il a été écrit en 1988, c'est-à-dire il y a quelques décennies, ben, c'est quelques décennies en arrière, donc scientifiquement, c'est plus juste. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est pas parce qu'une expérience, une démonstration a été faite il y a quelques décennies qu'en 2026, ça n'a plus cours. Ça n'a plus cours si vraiment la démonstration scientifique était fausse, mais en l'occurrence, c'était juste. Alors quand on vient, on me demande, on me dit, on me suggère l'idée que ce sont des travaux scientifiques qui remontent à quelques décennies pour remettre en cause mes affirmations, c'est un peu léger, je pense, comme manière de faire. Mais bon, bref. Donc, en tout cas, ça, c'est important de le préciser. Et donc, ces chercheurs ont fait des expériences et, en l'occurrence, ça a permis de savoir comment ça se passe réellement dans le tube digestif. En fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est que la Mm. démonstration de Shelton, elle est très intéressante sur un plan livresque, sur un plan théorique, mais est-ce que l'expérience, c'est-à-dire ce qui se passe réellement dans l'estomac, et on le sait grâce à des micro-caméras, on peut suivre le bol alimentaire en réel et puis en direct, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on associe des crudités et des protéines, les protéines n'étant pas avec des féculents, la sécrétion d'acide chlorhydrique va démarrer 20 minutes après l'ingestion des protéines, pour la bonne raison que l'estomac sait et connaît la nature du bol alimentaire grâce à des récepteurs. Il sait s'il s'agit de féculents, il sait s'il s'agit de lipides et il sait s'il s'agit de protéines. Donc, s'il ne détecte pas de féculents et de céréales, il va sécréter de l'acide chlorhydrique et la digestion des protéines va démarrer donc assez rapidement, hein, 20 minutes après l'ingestion. Par contre, si on mange euh, des pâtes ou du pain et ensuite on mange une protéine, donc la digestion va se faire dans la bouche, elle va commencer dans la bouche, il va y avoir une sécrétion une sécrétion d'amylase ou de ptyalines salivaires qui va permettre d'amorcer la digestion des féculents. Et cette digestion va se poursuivre dans l'estomac. Et ce qui est un peu exceptionnel, c'est que le corps sait très bien qu'il y a des protéines, alors que normalement, dans le premier exemple, il a provoqué la sécrétion d'acide chlorhydrique 20 minutes après l'ingestion des protéines. Là, il va attendre 2 heures, le temps que la digestion des féculents des céréales se termine, et après, il va provoquer la sécrétion d'acide chlorhydrique. Et grâce à cette observation, on voit un petit miracle qui se produit. L'organisme se donne les moyens de digérer les deux et que ça ne pose pas de problème. Évidemment, si la sécrétion d'acide chlorhydrique se faisait immédiatement après l'ingestion des protéines, ça bloquerait immédiatement la digestion des féculents ou des céréales. Donc, l'affirmation de Herbert Shelton, il y a plus d'un siècle, elle était juste en théorie et elle s'avère fausse de manière factuelle et objective. Et c'est quand même étonnant que depuis des décennies, c'est essentiellement des naturopathes, voire des naturopathes hygiénistes, mais essentiellement des naturopathes, affirment qu'il faut dissocier les protéines et les féculents parce que c'est une association alimentaire incompatible. Il faut savoir que ceux qui affirment ça ne savent même pas qui en est à l'origine. C'est Shelton, il y a plus d'un siècle, et Shelton a parlé complètement, son raisonnement était complètement théorique, il ne l'avait pas confronté à la réalité. Alors, ce que je vous dis, c'est issu de travaux scientifiques. Voilà, et j'ai dit voilà, les aliments dans le tube digestif aux éditions Doigt. Alors, ce livre n'est plus vendu, mais on peut le retrouver d'occasion. D'accord. Alors ça, c'est ce que prouve la science. Maintenant, moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que quand il y a une affirmation et qui est en opposition avec l'expérience, c'est toujours l'expérience qui doit prévaloir. Parce qu'au final, c'est ce que l'on ressent, ce que l'on vit le plus important. Mais l'idéal, c'est lorsqu'une théorie scientifique est validée sur un plan expérimental. Et en l'occurrence, c'est le cas. L'expérience scientifique a prouvé que le corps était capable d'adapter
les sécrétions et donc digestive, il va laisser terminer la digestion des féculents qui a été amorcée dans la bouche et ensuite il va provoquer la sécrétion d'acide chlorhydrique après 2 heures. Donc on voit qu'il tient compte de la présence des amidons. Ça, c'est la démonstration scientifique et expérimentale scientifique. Et l'expérience, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut savoir que beaucoup de peuples, dans beaucoup de pays, on a des plats qui associent protéines et féculents. Par exemple, alors j'avais relevé différents exemples, le couscous, le cassoulet, la paella, et puis après toutes sortes le chili con carne, etc., où on associe poulet ou fromage avec pommes de terre. Donc on voit, et puis bon, en réalité, il y a plusieurs dizaines de plats dans différents pays où des millions de gens, je dis bien des millions de gens, ont associé les protéines et les féculents sur des, pas des dizaines d'années, sur des centaines d'années ou même sur des milliers d'années. Parce que l'association de protéines et féculents, ça, c'est pas que il y a quelques centaines d'années, je pense que c'est même beaucoup plus vieux. Et on n'a jamais eu de problème récurrent, de problème particulier de santé dû à cette association. Alors c'est quand même intéressant que des millions de gens consomment ça depuis des centaines, voire des milliers d'années, et il n'y a pas de problème particulier à cette association. Ça se serait, on l'aurait observé quand même. Ben non, il n'y a pas de problème. Après, on me dit, oui, mais les gens, en général, ils mangent mal. C'est pas, oui, il y a beaucoup de gens qui mangent mal, mais les Ikinuwa, par exemple, un peuple qui se trouve près du Japon. C'est une île où il y a le plus de centenaires. Il y a des plats, en l'occurrence, où il y a association protéines et féculents. Et c'est eux où il y a le plus de, c'est le peuple où il y a le plus de centenaires au monde, et c'est eux qui sont touchés de manière la plus faible par des pathologies lourdes, et ils finissent leur vie très souvent avec pas de pathologie importante. C'est un peuple exemplaire à ce niveau-là, et dans leur menu, il y a du poisson et du riz, par exemple. Et pourtant, ça ne leur provoque pas de problème particulier. Alors, c'est intéressant que, d'un côté, la science prouve que le corps est capable de s'adapter et l'expérience valide que ça ne pose pas de problème. Et il y a quand même quelque chose d'étonnant. C'est que les végétariens ou même ceux qui ne sont pas végétariens, les omnivores, consomment régulièrement des légumineuses. Alors, il y a toute une série de plantes qui associent protéines et féculents. Par exemple, alors j'avais relevé euh, les haricots blancs, il y a des protéines et des sucres. Les pois cassés, il y a des protéines et des sucres. Les graines de céréales contiennent naturellement de l'amidon et des protéines. Et il faut savoir que les protéines végétales demandent aussi la sécrétion d'acide chlorhydrique. Donc là, on a les deux ensemble. Alors, ça voudrait dire que la nature s'est trompée. Ouais. Donc, c'est quand même étonnant que certains naturopathes, ou non naturopathes d'ailleurs, continuent à, à, à dire très haut et très fort qu'il faut dissocier les protéines, alors que la nature, l'expérience et les habitudes alimentaires sur des milliers de personnes et sur au moins des centaines d'années, pour ne pas dire des milliers d'années, n'a jamais démontré le contraire. Et c'est ça que je trouve absurde. Comment on peut continuer à valider, à affirmer quelque chose qui est contredit par l'expérience, par la science et même par la nature. Donc moi, et d'ailleurs, franchement, hein, cette vidéo, euh, moi, je ne souhaite pas faire une polémique, mais s'il y a un naturopathe hygiéniste ou un naturopathe ou quelqu'un qui est un professionnel du bien-être ou de la santé qui souhaite discuter avec moi, et bien sûr s'il n'est pas d'accord, eh bien, qu'il n'hésite pas à me contacter et on fera une vidéo en direct ou en visio pour échanger nos points de vue. Mais moi, mon point de vue, c'est pas mon point de vue, c'est pas le point de vue d'Éric Darche, c'est le point de vue qui est validé par la science, par l'expérience et même par la nature. Donc, moi, je comprends pas qu'on peut continuer à affirmer quelque chose qui est contredit en permanence sur ces trois plans. D'autant plus que quand on dissocie protéines et féculents, alors
je sais que c'est polémique, c'est contesté, mais le régime dissocié, beaucoup de femmes l'utilisent pour perdre du poids. Même, bon, il paraît que scientifiquement, c'est pas forcément reconnu, mais pourquoi certaines femmes le font et elles perdent du poids? Voilà. Eh bien, il se trouve que quand on n'a pas de présence de sucre, les protéines sont plus difficilement assimilées parce que le sucre, quand on mange du sucre, féculents, céréales, on provoque la sécrétion d'insuline. L'insuline permet au glucose de rentrer au niveau cellulaire, mais pas que, aux protéines, aux lipides de rentrer au niveau cellulaire. Donc, l'insuline est une hormone de l'anabolisme. Voilà. Et quand il y a un manque d'insuline, eh bien, la pénétration des sucres, des glucides et des lipides, des protéines, non, des protéines, des lipides et des sucres va se faire beaucoup moins de manière importante puisque l'insuline est la clé du métabolisme. Et en plus de ça, alors, on dit que l'insuline est une hormone hypoglycémiante puisqu'elle prend le sucre du sang et elle le met dans la cellule. Donc, elle réduit la quantité de sucre dans le sang. Et il y a une hormone qui est antagoniste, qui est le glucagon. Et quand il n'y a pas de présence de sucre quand on mange des protéines, il y a, eh bien, c'est pas l'insuline qui est sécrétée, c'est le glucagon. Voilà. Donc, qui fait l'inverse. C'est une hormone hyperglycémiante. Disons qu'elle va essayer de contribuer à ce qu'il y ait du glucose dans le sang, en fait, le glucagon. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est une hormone hyperglycémiante alors que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je ne comprends pas que beaucoup de professionnels du bien-être ou de la santé continuent à affirmer en 2026 qu'il faut dissocier protéines et féculents. Moi, je veux bien qu'ils affirment ça, mais alors il faut qu'il y ait une démonstration et scientifique et expérimentale. Et s'ils ont ça, voilà, en fait, il faudrait que des gens, beaucoup de gens, aient des troubles de santé parce qu'ils lorsqu'ils associent protéines féculents. Moi, je fais ce métier depuis 33 ans, j'ai vu des dizaines de milliers de personnes et des réglages alimentaires pour des gens qui avaient des troubles de digestif uniquement. J'en ai fait plus d'un, hein, j'en ai fait beaucoup, avec des résultats des fois spectaculaires. J'ai même rencontré un de mes élèves de l'école UNED qui avait des troubles digestifs depuis 10 ans. Je lui ai fait un réglage alimentaire. Ça lui, il me disait que sa fille était gâchée à cause de ça. C'était vraiment très lourd à digérer, à faire. En 3 séances, 2 ou 3 séances, j'ai réglé son problème justement avec des réglages appropriés. Et en l'occurrence, maintenant, il mange protéines et féculents et il n'a pas ses troubles ne sont pas revenus. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'au-delà des discours, au-delà des théories, si l'expérience le prouve, et en plus de ça, la nature propose beaucoup de légumineuses où il y a des protéines et des sucres ou des amidons. Comment ensuite on peut se permettre d'affirmer que c'est pas juste? Moi, j'ai du mal à comprendre la logique. Et en tout cas, c'est un appel à témoignage. Si quelqu'un veut, alors évidemment pas un témoignage personnel, parce que on peut toujours trouver une personne qui est allergique à tout et qui, voilà. Mais donc c'est pas un appel à témoignage, c'est plutôt solliciter un professionnel du bien-être ou un naturopathe ou un naturopathie qui a de l'expérience et avec qui j'aimerais discuter. Je sais qu'il y en a sur Internet qui affirment qu'il faut dissocier. Eh bien, moi, je suis prêt à discuter avec eux, avec ces arguments et preuves à l'appui, preuves expérimentales, scientifiques, et puis ce que suggère la nature. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Sandrine, mais c'est un sujet qui moi, m'interpelle parce que si on est rigoureux sur un plan scientifique, on ne peut pas affirmer ça. C'est pas possible. Mm. Bah, je suis contente que tu aies parlé de ça, parce que c'est vrai que voilà, je suis passée par des écoles aussi qui ont affirmé qu'il fallait dissocier. Mm. Donc, moi, j'avais essayé, hein. Ben, moi, mes enfants sont pas végétariens, mais moi, oui. Donc, j'avais trouvé très difficile et c'est insociable après de mettre ce truc, Associable, ouais, on devient associable, ouais, évidemment. à mettre en place. Et puis, Et bien, dans ce cas-là, et en plus de ça, si les végétariens veulent être rigoureux envers eux-mêmes, ils ouais. ne peuvent plus manger de légumineuses parce que les légumineuses associent protéines Oui, et amidons. Donc, oui, on voit bien. Alors, c'est la nature qui a carrément mal fait les choses.
Donc on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas dans leur Oui, oui. démonstration. Donc, Et d'ailleurs, excuse-moi, Sandrine, oui, oui, non, il n'y a pas de souci. quand tu demandes à ces naturopathes quelle est l'origine, très souvent, ils ne savent pas que c'est Shelton qui est à l'origine il y a plus d'un siècle, et ils ne savent pas que c'est en relation avec, ils le répètent parce qu'on leur a dit. En fait, c'est en relation avec la sécrétion d'acide chlorhydrique qui s'oppose à la digestion des féculents, et ça, c'est vrai sur un plan théorique. Et Shelton avait raison de le dire il y a un siècle, mais la science est passée entre-temps. Ah, ouais, oui, Après, on me dit, il y a une biologiste qui a sorti un livre il y a récemment et qui affirme que protéines et féculents euh, sont pas compatibles. Mais c'est pas parce qu'elle est biologiste qu'elle va réécrire les lois de la nature. Moi, mm, si elle veut, je ne sais pas qui c'est cette biologiste, mais moi, je suis prêt tout à fait à discuter avec elle. Et le fait qu'elle soit biologiste, euh, c'est bon, c'est intéressant, ça prouve qu'elle a fait des études, mais on sait très bien que certains chercheurs, certains médecins, des fois, se trompent. Donc mm, moi, en l'occurrence, et d'ailleurs, en l'occurrence, ce sont aussi des scientifiques qui affirment que c'est compatible, mais là, ils ont fait des expériences au niveau stomacal. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans le corps. Voilà, mm, c'est pour ça que euh, on fait au-delà des étiquettes, naturopathe, hygiéniste, médecin, professeur de ceci ou cela, lorsque, évidemment, on a une affirmation un peu péremptoire comme ça, qui est portée par quelqu'un qui a un titre, alors on se dit, qu'est-ce que dit l'expérience? Pas sur 10 personnes, sur des centaines, voire des milliers, en l'occurrence sur des millions de gens, sur une très longue période, des dizaines d'années, voire des centaines d'années, voire même peut-être des milliers d'années. Et après, on en discute. oui. Voilà, c'est tout. Ah, non, mais je suis d'accord avec toi. Puis je trouve, voilà, moi j'ai trouvé que c'est quelque chose que j'avais laissé passer après parce que je trouvais que c'était pas possible. Et puis quand tu regardes tout ce qui est au quinoa, méditerranéen, Voilà. ouais, Et les et donc, Econoas, c'est intéressant, ils sont indemnes de maladies graves. Ils hum, vivent en Europe. euh, la majorité d'entre nous ont des handicaps très importants pendant les 10-12 dernières années. hum, Les Okinawas ne sont pas atteints par les maladies soi-disant de vieillesse. Je dis soi-disant parce que ce n'est pas des maladies de vieillesse, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires. Et en plus de ça, ils meurent très souvent de leur propre mort, même si euh, en réalité, on est toujours malade lorsqu'on meurt, parce qu'il y a toujours un organe qui est déficient, même si on dit qu'on est mort de sa belle mort. Le corps est peut-être altéré, il y a un état inflammatoire, on ne le sait même pas. Mais en tout cas, ce pas des gens qui sont en souffrance. Ils restent autonomes sur un plan physique et psychologique et mental très souvent euh, euh, jusqu'à un âge très avancé. Et quand ça se dégrade que quelques semaines ou quelques mois avant de décéder. Et puis, ils passent allègrement les 100 ans. Donc, hum, c'est un peuple qui est intéressant à prendre comme exemple. oui. Mais après, Et je voilà, pense, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, sous prétexte qu'on a un titre, que ce soit naturopathe, naturopathe hygiéniste ou médecin ou biologiste, d'affirmer des choses qui sont contredites par l'expérience et par la nature, et même par la science. Donc voilà, moi, et après, je dis pas que j'ai raison parce que je m'appelle Héritage et parce que j'ai une école. Je suis prêt à discuter avec toute personne, tout professionnel qui souhaite débattre en public, en l'occurrence, de ce sujet. Par exemple, faire une visioconférence, comme on fait avec toi actuellement, pour débattre et émettre des avis divergents. Et puis moi, je serais prêt à discuter. Je trouve très, très étonnant que la quasi-totalité des écoles de naturopathie hygiéniste enseignent, entre autres, pas que ça d'ailleurs, hein, comme chasse et oui, monnaie, oui. mais entre autres ça. Et Ouais, j'ai moi je le dis honnêtement, hein, je critique pas ces écoles, hein. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont issus de ces écoles et je m'entends très bien avec eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a aucun qui se dit, mais peut-être que ça pourrait être faux. hum, Voyons le fondement scientifique et expérimental. Non, ça a été dit par nos pères, donc on le répète et voilà. Donc hum, c'est pour ça, tout ce qui est, on dit, les formules du genre, c'est les anciens qui ont dit ceci, c'est les anciens, ou il y a une autre formule qui dit, c'est de coutume.
tous ces termes un peu flous, moi, je les gratte, je dissèque les choses. Voilà. Quand j'ai étudié les livres de Robert Masson, je le dis bien, je ne les ai pas lus, je les ai disséqués. J'étais capable de passer 2 heures sur 2, 3 pages. Je relisais, je décortiquais tout. C'est un métier où il faut tout décortiquer. Pourquoi il faut tout décortiquer? Parce que, et je le dis, la personne la plus importante, la personne qui devrait être au cœur de la préoccupation de toutes les écoles de formation de naturopathie, c'est le client patient, c'est son intérêt. Quel est son intérêt? Est-ce qu'on peut se permettre d'affirmer des choses erronées, floues ou caduques à des clients patients au risque de provoquer des troubles de bien-être, pour ne pas dire de santé? Et voilà, il faut de la rigueur, vraiment, il faut de la rigueur. Moi, je ne critique pas les autres écoles. Je dis que ça serait bien de, de réfléchir sur ce sujet. Et ce n'est pas parce qu'il a été validé depuis des décennies qu'il faut le répéter sans vérifier la justesse des affirmations. Et il n'y a qu'une très petite minorité aujourd'hui de naturopathes qui disent que ce n'est pas juste. Et D'accord. ces naturopathes sont souvent issus, euh, enfin, ou souvent ont été influencés par Robert Masson. C'est grâce à D'accord. Robert Masson que je me suis posé ces questions. Je n'ai pas validé ça parce que Robert Masson l'a affirmé. Je l'ai validé parce que je l'ai expérimenté sur des dizaines de milliers de personnes. Alors je me dis que ça marche quand même, hein. Oui. Voilà. Un naturopathe ne peut pas aller à contre-courant de l'expérience. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis bon, après, personnellement, en tant que naturopathe aussi, je pense que ben, il y a toujours des découvertes, il faut se mettre à la page et puis il faut accepter qu'il y a des choses où on s'est trompé et on Mm, avance. Et je pense que même après nous, hein, il y aura des choses nouvelles, hein. Donc, je mm. pense que c'est comme ça que le métier pourra perdurer. D'ailleurs, j'ai demandé l'avis à mon bras droit et mon bras droit a dit que j'avais raison. C'est elle, mon bras droit. Elle m'a dit que j'avais raison. Donc, j'ai eu une longue discussion avec elle et elle m'a dit que j'avais raison. Non, ça, c'est pour la petite plaisanterie. Alors, d'ailleurs, il vaut mieux plaisanter sur ce sujet parce que Oui, je trouve que c'est incroyable. Et puis, d'ailleurs, des fois, je me fais interpeller de manière virulente parce que j'ose dire que je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, c'est quand même un sujet. Et il n'y a pas que lui, hein, il n'y a pas que ce sujet qui est très polémique en naturopathie. oui, À l'école NED, il n'y a aucun sujet qu'on ne peut pas discuter. C'est pas normal. oui, Donc, tous les sujets, euh, on les passe au crible de l'expérience, de la science, et après on voit si c'est juste ou pas. tu as bien raison. C'est pour ça que ton école est très bien. Voilà. En tout Ouais. cas, à l'école NED, on essaie d'éviter d'affirmer des choses sans les avoir expérimentées et validées scientifiquement, si on peut les valider. Mais des fois la science est tout, on peut toujours trouver des. Je m'aperçois que la science est toujours présente quand on veut être authentique et juste. Il y a toujours des travaux scientifiques qui le valident, Ouais, hein, d'ailleurs. je suis d'accord. Ouais. Lorsqu'on me dit que la science, c'est la science qui se trompe, c'est pas la science qui se trompe. C'est certains scientifiques qui affirment des choses au nom de la science. C'est pas pareil. Ouais. Parce que moi, en tout cas, sur tous les sujets polémiques auxquels que je ne valide pas pour certains, eh bien, à chaque fois, je l'ai validé expérimentalement et scientifiquement parce que j'ai trouvé des travaux scientifiques qui pouvaient le valider. Il y a à aucun, il me semble pas que j'ai un sujet sur lequel j'étais en controverse avec différents naturopathes, auquel j'avais que l'expérience pour faire ma démonstration. J'ai toujours trouvé des travaux scientifiques pour le valider, mais ces travaux scientifiques, je le reconnais, sont souvent minoritaires dans le sens qu'ils ne sont pas mis en avant. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais ils sont pas plus, ils sont ni plus ni moins que les autres. Ils demandent à être connus et pour ça, il faut en parler. Voilà. Donc moi, j'en parle. Mais c'est très bien, Après, continue. après le fait d'en parler, je veux surtout pas créer de conflits ou de mésententes avec d'autres naturopathes, hein. Moi, je respecte l'avis de tout le monde. Mais le problème, c'est qu'un naturopathe, il ne peut pas se contenter d'affirmer quelque chose parce que c'est pas qu'une affirmation intellectuelle, c'est une Ouais. affirmation qui va avoir des conséquences, puisqu'ensuite, il va conseiller, il va donner des conseils à ses clients patients.
Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas se permettre d'être approximatif. Voilà. Je suis Voilà. d'accord avec toi. Puis continue à nous faire des recherches et à nous en faire partager. C'est très agréable. Je peux dire que oui, je continue à faire des recherches, mais des fois, je le dis, hein, quand on met en avant ces sujets, ben, il faut être. D'ailleurs, Robert Masson, il me disait que des fois, il avait eu des menaces de mort de la part Ah, de végétariens hein, ou de végétaliens, hein, parce que il y a certains végétaliens qui ne l'aimaient pas. Hein. Donc ça ah, me paraît ubuesque des gens qui prônent la santé, l'alimentation vivante, vous menacent de mort. Moi, on m'a pas menacé de mort, mais on m'a rudoyé oui. des fois. Je l'avoue, j'ai été rudoyé parce que j'ai osé affirmer des choses qui sont à compte courant dans à Dans compte le courant milieu. en naturopathie en règle générale. Mais enfin, je ne dis pas que c'est tous les naturopathes qui, voilà, c'est certains ou certains élèves ou certains naturopathes qui veulent rien lâcher, mordicus. On a appris ça, alors il faut que ça soit dit, parce que voilà. Mais non. Euh, Moi, je dis une chose, un naturopathe, tout ce qu'il affirme, il doit le vérifier pour la il va essayer de le vérifier pour la bonne Oui, raison qu'il n'implique pas que lui. C'est pas juste un échange d'idées. Moi, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Il faut dire que ça va impacter la santé les des autres. clients patients qu'on conseille. Donc, on ne peut pas se permettre d'affirmer des choses à la légère. Et je finirai là-dessus, Einstein a dit, c'est pas parce qu'une erreur est répétée des milliers de fois qu'elle devient une vérité. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est très beau Voilà, comme faire. Faut regarder l'esprit ouvert. En tout cas, voilà, merci pour tout ce que tu fais. Et ben, à la prochaine fois, notre découverte alors. voilà. Merci Sandrine Merci à toi pour tout ça. et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Bonne soirée.